7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La question du jour, l'aide humanitaire internationale se fait encore attendre en Syrie, un peu plus d'une semaine après le tremblement de terre qui a secoué la région. Hier, pourtant, le poste frontière de Bab al-Salama, fermé depuis 2020, a été rouvert, permettant l'acheminement d'un premier convoi de l'ONU vers les zones rebelles du nord-ouest de la Syrie. Quelle est la situation sur place? Comment s'organisent les associations, les secours? Bonjour Mohamed Nourayed. Bonjour. Vous êtes activiste syrien, vous êtes étudiant en France, vous êtes porte-parole du collectif Al-Bayt, un collectif syrien basé à Paris qui promeut la culture syrienne, qui soutient la cause de la révolution syrienne. Que sait-on du bilan du séisme dans le nord-ouest de la Syrie ? Alors, selon les dernières annonces donc conjointes entre la Turquie et la Syrie, on serait à environ 40 000 morts. Dans le nord-ouest syrien, le bilan n'est pas encore établi puisqu'il reste beaucoup de personnes portées disparues qu'on recherche encore. On se situerait à plus de 3000 victimes pour le moment. Et nous sommes dans l'attente donc d'un bilan qui sera fait, d'un bilan définitif qui sera fait malheureusement dans des semaines, puisque les secours sur place, en tout cas les casques blancs, donc la défense civile syrienne, n'ont pas les moyens pour pouvoir sortir les gens de sous les décombres rapidement. Alors, je l'ai dit, c'est dans le nord-ouest de la Syrie. Le nord-ouest de la Syrie, ce sont des zones qui sont sous le contrôle du régime. Qu'est-ce qui se passe là-bas, Mohamed Nour ? Alors, le nord-ouest de la Syrie est typique du reste de la Syrie. C'est un territoire très fragmenté, puisque à Idlib et dans la banlieue d'Alep, nous avons des rebelles, mais également malheureusement le contrôle de Hayat Tahrir al-Sham, qui est un groupe affilié à Al-Qaïda. Nous avons également les Kurdes plus à l'est, donc toujours dans le nord-ouest, mais également un peu vers la zone est, ou en tout cas les forces démocratiques syriennes. Et puis nous avons à Alep même, donc Alep la ville, et puis une partie de la banlieue qui est contrôlée par le régime syrien. Donc ça reste un territoire très fragmenté aujourd'hui. Mais alors, dans les zones qui sont considérées par le régime comme étant des zones rebelles, qu'est-ce qui s'y passe ? Vous avez des liens avec les gens là-bas, hein ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Alors oui, bien évidemment qu'on a des liens. J'ai personnellement des liens puisque ma famille, une partie de ma famille s'y trouve encore. Mais on a également des liens puisque on a des liens avec les sociétés civiles et les associations qui travaillent sur place, notamment dans le cadre du collectif Al-Bayt, puisque nous construisons des maisons pour les déplacés de guerre à Idlib. D'ailleurs, nous avons eu une bonne nouvelle dans ce drame, qui est que les maisons que nous avons construites ont tenu. Nous avons également des liens avec donc, les sociétés civiles, notamment les casques blancs, notamment des ONG françaises comme MEHAD et d'autres ONG comme Smile United qui travaillent sur place pour aider les déplacés de guerre. Et alors, donc ces liens vous décrivent quel type de situation ? Est-ce qu'il y a de l'aide qui arrive ? Bref, comment ça se passe ? Alors la situation, je pense que vous le savez, est catastrophique. Cela fait 12 ans que la situation s'empire et le tremblement de terre n'a fait qu'empirer encore plus la situation, puisque le nord-ouest syrien, en tout cas surtout la poche d'Idlib, concentre plus de 3 millions d'habitants, dont la majorité sont des déplacés de guerre. C'est une sorte de continuum de tentes, de campements entre les villes et les villages, à tel point qu'on n'arrive plus à reconnaître si on est passé d'une ville à une autre ou d'un village à un autre. Et les sociétés civiles sur place nous disent seulement que c'est l'horreur, puisque on ne s'attendait pas à un tel drame. Lorsqu'on regarde les témoignages des survivants ou même de certains membres des sociétés civiles qui nous disent, mais en fait, on croyait à un bombardement. Personne ne croyait vraiment à un tremblement de terre. On ne s'attendait pas à un tel drame. Et là aussi, on a appris que Bachar al-Assad laissait donc deux points d'entrée, notamment le poste frontière de Bab al-Salama. Qu'en est-il, selon vous, sur le terrain ? Alors, ce que fait le dictateur Assad en Syrie en ce moment, ce qu'il fait depuis son arrivée au pouvoir et ce qu'a fait son père avant lui, c'est un récit de propagande. C'est dire je suis le président légitime, c'est à moi que l'aide doit venir, et regardez, pour faire preuve de bonne foi, j'ouvre un passage frontière pour permettre l'arrivée des secours dans le nord-ouest syrien. Antonio Guterres, donc le secrétaire général des Nations Unies, a hier salué la décision du président syrien Bachar el-Assad. Donc on y voit en fait une sorte
peut-être d'un retour à un dialogue avec le régime Assad, qui nous paraît très problématique, dans la mesure où on sait que les premiers secours, ou en tout cas les premières aides arrivées à Damas ou à Alep, sont retrouvées le lendemain sur des marchés noirs à être vendus, et que les populations sur place n'en ont rien reçu, voire très peu reçu. Donc en fait, c'est dire que le régime Assad a mené depuis le début de la guerre la politique de la terre brûlée, et qu'il continue de la mener en tout cas en menant également une politique de la faim, en affamant le peuple. Et donc en fait, le fait d'ouvrir des passages frontières, c'est uniquement pour alimenter sa propagande, et ça n'aidera pas du tout la population sur place. Voilà, vous dites que finalement rien n'a changé dans la manière dont Bachar el-Assad traite son peuple, et notamment la partie du peuple qu'il estime être un peuple rebelle. Mohamed Nourayed, justement, par rapport à cela, est-ce qu'il est possible d'aider les Syriens sans aider Assad ? Bien évidemment. Alors, il est possible d'aider les Syriens sans aider Assad, notamment en passant par les ONG et les associations sur place. Je pense notamment à Mehad, que j'ai cité, qu'on a pu citer. Je pense également à Smile United et surtout au Casque Blanc. Donc c'est l'ensemble de ces associations et ONG ont mis sur leur site leur relevé d'identité bancaire, ont mené des campagnes pour récolter des dons sur les réseaux sociaux. Et donc il est totalement possible de passer par ces ONG et associations très fiables et qui sont directement en contact avec la population. Donc ce n'est pas, c'est vraiment, les donateurs peuvent être rassurés que lorsqu'ils donnent, cela va directement à l'habitant. Et là aussi, est-ce qu'il est imaginable que le régime de Bachar el-Assad se maintienne ? Parce qu'on sait que la situation est catastrophique. Elle était catastrophique avant le tremblement de terre. Qu'est-ce que l'on peut imaginer pour le futur ? Alors pour le régime Assad, malheureusement, on voit que sur la scène diplomatique, on avance en tout cas vers un retour sur la scène internationale que bien évidemment le peuple syrien rejette. Et c'est renouer les liens avec un criminel contre l'humanité. Et sur le long terme, pour la situation dans le nord-ouest syrien, il faut reconstruire. Il faut déjà enlever les décombres, et puis permettre aux familles de faire leur deuil, de savoir ce qu'il en est des membres de leur famille restés sous les gravats, et puis essayer juste de reconstruire cette région désolée. Y a-t-il une alternative politique à Assad ? Alors, il y a une alternative politique à Assad, mais il y a surtout une réponse claire du peuple syrien, c'est pas de régime Assad. La Syrie se reconstruira uniquement et seulement avec la chute de la dictature. Merci beaucoup Mohamed Nourayed. Je rappelle que vous êtes activiste, membre du collectif Al-Bayt qui soutient la cause de la révolution syrienne, et vous avez également publié un roman, Rias ou le peuple oublié, chez Edilivre.